Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les changements climatiques représentent un grand défi pour le Mali. Ce phénomène touche et menace les secteurs clés pour le développement du pays. Il s'agit entre autres de l'eau, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les forêts et la santé. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert cette semaine à Mopti la 18e édition de la quinzaine de l'environnement. Quels sont les défis des changements climatiques pour le pays? Quelles solutions et faut-il revoir les mesures d'adaptation au Mali? Nos invités, Lassine Koulibaly, expert en mobilisation des ressources financière à l'Agence de l'environnement et du développement durable au téléphone. Bonsoir Monsieur Koulibaly. Allô, bonsoir. Ahmed Sekou Diallo du Forum de la société civile. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir. Lasseni Traoré, chargé de cours à l'Université de Bamako. Bonsoir Monsieur Traoré. Bonsoir. Et également Aboubakar Diabaté, ancien directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable, également au téléphone. Bonsoir Monsieur Diabaté. Bonsoir. Je suis Mohamedou Touré, Seydou est à la technique. Le grand dialogue. Sécheresse, modification du cycle des pluies, avancée de la désertification, ensablement des fleuves sont entre autres conséquences du changement climatique au Mali. Et c'est dans ce contexte que se tient la 18e édition de la quinzaine de l'environnement à Mopti. La première question de cette émission, nous allons l'adresser à Monsieur Lasseni Traoré, chargé de cours à l'Université de Bamako. Quels sont les défis environnementaux auxquels le Mali fait face aujourd'hui? Merci pour l'opportunité offerte par Studio Tamani et aussi pour la question posée par rapport aux défis à relever par rapport au changement climatique au Mali. J'avoue que les défis sont énormes et le Mali aujourd'hui, comparé à beaucoup d'autres pays, fait face au changement climatique de manière très grave. Si nous regardons un peu les statistiques que le groupe intergouvernemental des experts en matière de l'environnement évoque, nous nous rendons compte que le changement climatique au Mali est un événement aujourd'hui qui n'est plus caché. Parce que dans les temps, on s'est dit, les gens parlent de changement climatique, mais de quoi s'agit-il exactement? Aujourd'hui, vous pouvez témoigner avec moi que ces derniers temps, les inondations dans certaines localités du Mali et même dans la capitale, dans certains quartiers, notamment les Bangoni, les Bagaribougou, j'en passe. Les inondations dans la zone de San et précisément dans la région de Mopti, qui heureusement nous organisons cette année notre 18e édition de la quinzaine de l'environnement, font face à d'énormes défis. Nous avons aujourd'hui les questions de surpâturage, nous avons aujourd'hui le problème d'espace, d'installation des champs, les transhumances qui tout le temps sont en conflit. Vous avez vu tout dernièrement le déplacement de 4 ministres dans cette région et précisément dans la zone de Massena. Et cela nous interpelle parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de zone de pâturage, les agriculteurs sont permanemment en affrontement avec les éleveurs. Et vous avez aussi le problème d'exploitation des ressources forestières. Les femmes qui se déplaçaient à quelques mètres des maisons pouvaient ramasser du bois et utilisées dans les activités ménagères. Aujourd'hui, elles sont obligées de parcourir des kilomètres pour pouvoir s'approvisionner de ces denrées rares. Et aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer aussi avec l'ensablement des cours d'eau, comme vous l'avez si bien dit. Nous avons aussi le problème de pollution de notre air. Et si vous imaginez en matière de rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, vous pouvez tout de suite comprendre que le Mali, comparé à un pays comme les États-Unis, a un taux d'émission très faible, pour ne pas dire que nous constituons un puits de carbone. Mais vous promenez un peu dans les environs de 16h, 17h, vous jetez un coup d'œil sur l'atmosphère qui règne dans la ville de Bamako, c'est inquiétant. Beaucoup de maladies aujourd'hui sont liées à ces phénomènes-là. Donc, nous avons plein de défis à relever. Il y a les défis énergétiques, un autre aspect, donc, qui peuvent servir un élément pour capitaliser ce qu'on a comme acquis en matière d'énergie renouvelable, où à la matière il y a eu beaucoup d'avancées, utiliser ce soleil-là et en faire un usage utile. Mais quand même, ce qui est sûr, beaucoup de choses sont en cours, mais beaucoup reste à faire. Et le défi
est réel. Okay. Merci. Monsieur Aboubakar Diabaté, vous êtes ancien directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Pouvez-vous nous parler également des défis du changement climatique pour le Mali? Je vous remercie déjà pour votre invitation. Je pense que mon prédécesseur quand même vient de donner un tableau relativement sombre et je souscris totalement à tout ce qu'il vient de dire en termes de défis. Donc, le défi, ça va des terres cultivables aux forêts, aux eaux, donc l'inondation, etc., etc. Je pense qu'il a quand même donné un tableau assez large. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lutter contre tout ça. On reviendra à cette question. Alors, on va donner la parole à M. Ahmed Sékou Diallo. Vous représentez la société civile qui est beaucoup plus touchée, bien évidemment, par rapport à ce phénomène de changement climatique. Où se trouve l'urgence aujourd'hui par rapport à ces défis? Merci beaucoup pour cette invitation. Je salue les auditeurs de Studio Tamani. Je salue aussi les autres invités de cette émission. Bon, les défis, vraiment, je dirais qu'ils sont multiples et mes prédécesseurs les ont cités. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais je dirais effectivement, les défis, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté parce que actuellement, les changements climatiques ont fait que la population s'est beaucoup plus appauvrie. L'impact est là et il faut assurer une bonne résilience pour ces populations, surtout les couches les plus défavorisées comme les femmes, les jeunes. Il faut arriver à assurer le minimum nécessaire pour et une réponse appropriée à la lutte contre le changement climatique. Alors, Monsieur Lassine Koulibaly, vous êtes expert en mobilisation des ressources financières. Vous avez également suivi les 2 dernières COP, notamment à Paris et à Marrakech. Alors, des mois après la COP 22, qui était considérée comme la COP de l'action, quelles sont les actions concrètes qui ont été posées au Mali? Merci pour l'invitation d'abord. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier vos téléspectateurs de nous écouter. En passant un bonsoir à mon directeur qui se trouve à l'autre bout du téléphone. Depuis la COP22, il y a eu énormément d'efforts de la part du gouvernement pour sensibiliser les gens sur les questions liées au changement climatique. Je pense que c'était une priorité pour le ministre pour informer les populations qui sont les plus touchées par ces effets néfastes du changement climatique. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, le département a délocalisé les questions de restitution des résultats de la COP. C'est ce qui nous a amené d'abord à Ségou pour informer la population sur les risques auxquels ils sont confrontés, quelles sont les mesures qui sont en train d'être mises en place au niveau national et au niveau international. Après, nous a suivi Sikako et a suivi Kaye, ensuite nous sommes allés à Sikako. Et aussi à Bamako, ici, on a fait une restitution avec la fête. Donc, ça, ce sont les activités qu'on a menées en termes de communication. Mais en termes d'action pratique, depuis la COP21, on a reçu l'instruction de mettre en œuvre rapidement les projets, les programmes qui puissent aider les populations à être plus résilientes au changement climatique. Et à parler aussi des opportunités. Vous avez parlé tout de suite des défis, mais souvent il faut essayer de voir aussi le changement climatique peut représenter des opportunités. C'est pour ça que de notre mission d'informer la population sur les opportunités que peut représenter aussi le changement climatique. On peut lutter tout en essayant de s'adapter aussi aux états néfastes du changement climatique. Donc, je peux vous dire qu'au niveau de l'environnement, il y a énormément d'actions qui sont aujourd'hui en cours pour aider la population à s'adapter aux états néfastes du changement climatique. Alors, Monsieur Ahmed Sékou Diallo, est-ce que la société civile voit ces actions qui sont posées par les responsables de l'AEDD, les responsables du ministère, les autorités du pays? Oui, nous voyons effectivement que le gouvernement, à travers le département de l'environnement, fait des efforts considérables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. En effet, il y a d'abord des documents de politique qui sont élaborés
la politique nationale de lutte contre le changement climatique, il y a la contribution nationale déterminée, stratégies qui sont mises en œuvre, et il y a beaucoup de projets. On sait qu'à l'AIDD, c'est vraiment maintenant une structure qui met en œuvre beaucoup de projets dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Mais il faudrait que c'est comme si c'est une goutte d'eau dans la mare, parce que le problème aussi est immense. Donc c'est pourquoi nous allons profiter de votre plateau pour demander aussi aux partenaires techniques et financiers de bien soutenir la politique nationale du Mali, d'appuyer le département dans la lutte contre le changement climatique, mais d'appuyer aussi la société civile dans des programmes de lutte contre le changement climatique. Alors, Monsieur Diabaté, aujourd'hui c'est la 18e édition de la quinzaine de l'environnement qui est en cours. Quel est le bilan de cette quinzaine? Nous sommes à sa 18e édition. Oui, je pense que l'an dernier, la grande question qui avait été posée, c'était de faire d'abord une évaluation, effectivement, des quinzaines depuis le début jusqu'à maintenant. Et comme vous le saviez, nous sommes en plein dans un domaine de sensibilisation du public. Et la quinzaine doit être quand même considérée comme une action, une activité de proximité par rapport aux populations, puisque c'est les populations qui sont essentiellement la cause en même temps de ces changements climatiques. Si nous les aidons à partir de ces communications, si nous aidons cette population à prendre conscience des actions qu'elle-même pose et qui posent aujourd'hui préjudice à l'environnement, je pense que c'est déjà un premier pas. Et en cela, il est difficile de dire aujourd'hui que, bon, nous avions touché tel nombre de personnes, mais l'action de communication étant telle, nous pouvons quand même, et nous avions compris que il y a un changement de comportement quand même qui est en passe d'être réalisé. Un chemin va prendre preuve. Actuellement, tous les départements, puisque l'an dernier, il était question effectivement de mettre en place un certain nombre de projets, je crois que la CIN en a parlé tout à l'heure. Nous avons vu l'engouement effectivement de différents départements civils à nous présenter un certain nombre de projets que nous étions en train de soumettre au convertiment pour leur financement. Donc je crois qu'à ce jour, tout ceci relève quand même des actions de sensibilisation que la quinzaine nous a permis quand même d'obtenir. Alors, monsieur Lassine Koulibaly, monsieur Diabaté est un ancien directeur de l'AIDD, mais vous êtes toujours au niveau de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Il est clair que la communication joue un grand rôle dans cette lutte. Est-ce que cette année, la sensibilisation, la communication, vous avez mis en place cette question? Je pense que c'est un effort qui est continuel. Ça doit commencer depuis des années. C'est pour ça qu'on continue la délocalisation parce que ce qu'il faut comprendre, le changement climatique, ce n'est pas seulement à Bamako. C'est pour ça qu'on amène le lancement a été fait à Mopti. C'est pour qu'on puisse avoir une bonne majorité de la population dans cette partie du pays qui peut être informée des enjeux qui sont liés au climat. Donc, à Bamako aussi, je crois que chaque soir, il est prévu des spots publicitaires à la télé, les discussions à travers les différentes radios, les présentations dans les différents hôtels sur les questions, sur des thématiques bien précises. Tout ça, ça contribue à sensibiliser la population. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais je pense que la volonté est là, l'effort est là et on continue à faire le travail. Alors, il semblerait que cette année, concernant la quinzaine de l'environnement, il y a eu un problème concernant la communication. Nous allons écouter justement un journaliste de Mopti, il s'appelle Bokoum, il est le correspondant de Studio Tamani qui va nous faire l'état des lieux. Alors, avant le lancement, il y avait beaucoup d'activités qui devraient avoir lieu, notamment dans le domaine de la communication. Bien sûr, à Mopti, il y a eu une conférence de presse, mais je vous avoue qu'en dehors de cette conférence, jusqu'à la veille de l'événement, aucune activité de communication n'a été posée au niveau des Mopti, au niveau local. Surtout en sachant que l'événement se passe à Mopti et la majeure partie des activités, c'est dans la commune de Mopti et d'autres villes de la région. Donc, ce qui a un peu joué sur
sur l'organisation, parce qu'on s'est rencontré à un bicéphalisme au niveau des deux commissions d'organisation, notamment la commission d'organisation régionale et la commission d'organisation nationale, qui ne parlaient pas apparemment le langage, qui n'étaient pas au même niveau d'information apparemment. Donc ça a été joué sur l'organisation de cette acte. Ce problème a même répercuté sur les médias qui sont venus de Bamako d'ailleurs, parce que la population ne se sent pas trop concernée parce que l'information n'a pas du tout passé. Alors, Monsieur Koulibaly, il vient de le dire que la population ne se sent pas trop concernée parce qu'elle n'a pas été suffisamment informée. Bon, je pense que, n'étant pas à mon tour, je ne saurais faire une quelconque évaluation de la situation de ce qui se passe là-bas. Mais je pense que... Mais est-ce que vous êtes quand même un responsable de l'AEDD, c'est l'AEDD qui organise. Est-ce que les dispositifs ont été pris par rapport à l'organisation? Bien sûr, il y a des dispositions, c'est pour ça qu'il a parlé de commission. Maintenant, je ne suis pas dans les secrets pour savoir c'est quoi concrètement les communications entre les deux structures, mais forcément, l'organisation aussi, il y a Bamako qui est là, qui pilote, mais il y a une solution qui a été mise en place là-bas. Maintenant, la question c'est de savoir, selon les propos des autres journalistes, ce qui s'est passé, il s'agit de tirer ça au clair. Bon, je ne sais pas là-bas, donc je ne saurais juger ce qui s'est passé là-bas. Monsieur Lasseni Traoré, est-ce qu'il n'y a pas réellement un déficit de communication par rapport à la lutte contre le changement climatique au Mali? Donc, 15 ans de l'environnement, ce petit problème de communication, on peut s'en servir pour parler de manière générale un problème de communication autour des questions des changements climatiques, parce qu'on l'a dit, et on ne se fatiguera jamais de le dire, en matière de lutte contre les changements climatiques, il faut quand même dire qu'il faut des textes qui sont susceptibles d'être appliqués. Et appliquer de manière concrète. Cela sous-entend qu'il faut une large communication et implication des communautés à la base. C'est ça, et quand mon prédécesseur parlait tout de suite de la société civile, je m'attendais à cette partie qui est très très intéressante, parce que très souvent, ce sont ces communautés qui sont d'ailleurs les plus frappées par les questions des changements climatiques, ne sont pas informées des décisions prises par les hautes autorités. Donc il va de soi que les normes, les textes législatifs en vigueur au Mali ne correspondent pas très souvent aux réalités du terrain. Et dans son application, ça va poser énormément de problèmes. Donc il va de soi que la prise de décision implique les communautés à la base pour que dans l'application de ces textes-là, on ne puisse pas rencontrer des problèmes de ce genre. Justement, est-ce que la situation s'améliore ou elle se détériore? À l'heure où nous sommes, nous pouvons dire qu'il y a eu des progrès. Mais on ne sent pas, parce que vous imaginez, si vous prenez les textes au Mali, en matière de l'environnement aujourd'hui, on va dire chapeau au Mali. C'est tellement bien élaboré. Mais quand vous vous rendez sur le terrain pour voir les réalités, vous allez voir qu'il y a une certaine différence. Et les populations ne se sentent pas dans ces textes-là, parce que très souvent, c'est élaboré en leur absence. Donc il va de soi qu'on signale ces difficultés-là. Voilà. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que la situation s'améliore ou elle se détériore? Bon, la situation, on peut dire, s'améliore, mais timidement. Par rapport au problème de communication, on regrette qu'il y ait eu vraiment des problèmes de communication, mais je crois que le département avait pris toutes les dispositions pour que cette activité soit une réussite. Moi, personnellement, j'ai participé à la cérémonie de lancement sur invitation du département. Et j'ai vu les efforts qui ont été déployés pour que ça soit une réussite. Bon, une quinzaine, c'est aussi... Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens savent de quoi il s'agit, le changement climatique? Les Maliens ne savent pas, et ça nous l'avons déploré. Même aujourd'hui, on était en conférence débat, on l'a dit et redit, et on va continuer à le dire. On a dit que le département... changer les stratégies de communication? On l'a dit, c'est là où j'allais en venir. 18e édition de la quinzaine de l'environnement. C'est là où j'allais en venir. J'ai dit concrètement que le département doit se reposer sur les organisations de la société civile, les ONG, les acteurs à la base pour faire passer les communications. Et que les ONG doivent être accrocheurs, aller vers le département, prendre connaissance de tous les textes qui ont été élaborés au nom de ces populations et qui sont en train d'être
mise en œuvre. S'approprier de ces textes-là et les vulgariser. Parce qu'il faut le dire, les textes sont élaborés, on dit partout que c'est les meilleurs textes et d'autres pays même viennent s'inspirer du Mali, mais à la base, c'est des textes qui sont méconnus. Donc c'est quelque chose de très grave. Il y a un problème de communication et c'est un des plus grands défis que le département doit relever. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Quels sont les défis du changement climatique pour le Mali? C'est le sujet du grand dialogue de ce soir. Comme invité, nous avons Lassine Koulibaly, expert en mobilisation des ressources financières à l'Agence de l'environnement et du développement durable au téléphone, Ahmed Sekou Diallo du Forum de la société civile, Lasseni Traoré, chargé de cours à l'Université de Bamako, et Aboubakar Diabaté, ancien directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable, également au téléphone. Alors, Monsieur Diabaté, est-ce qu'il ne faudrait pas changer les stratégies de communication? Vous savez, en matière de communication, on peut dire qu'on peut toujours mieux faire. Vous savez, la communication coûte cher. Et je crois que le principe même de la quinzaine, comme je vous l'ai dit tantôt... Mais vous l'avez dit, il faudrait que la population soit impliquée pour pouvoir mieux lutter contre ce phénomène. Vu que la population n'est pas informée, suffisamment informée, est-ce qu'il ne faudrait pas urgemment changer de stratégie de communication? Je ne sais pas si on peut dire que la population n'est pas suffisamment informée. Vous savez, dans son principe, généralement, il y a une commission nationale d'organisation. Mais cette commission nationale d'organisation travaille étroitement avec la commission régionale. Parce que, comme vous savez, ça a été délocalisé chaque année. Maintenant, cette commission nationale travaille avec une commission régionale pour justement sensibiliser le maximum de population à l'intérieur donc du lieu où doit se passer normalement la quinzaine. Alors, quand on met beaucoup plus l'accent là-dessus, on peut toujours mieux faire. Mais je reste convaincu quand même que le principe de base, c'est quand même cette communication-là. Et cette communication, elle est menée tant au niveau de la Bamako qu'au niveau même des départements. Et je vais vous dire, c'est même sur l'ensemble même de la quinzaine, c'est sur l'ensemble même du territoire malien en réalité. Donc, je crois que ça relève de la volonté quand même du gouvernement de sensibiliser davantage quand même cette population. C'est pour ça qu'il y a la délocalisation. Maintenant, quand on dit que on peut toujours mieux faire en matière de communication, il est toujours bon de tirer quand même les enseignements des insuffisances constatées et de les réparer l'an prochain. Normalement, c'est ça le principe. Je pense que nous sommes sur cette voie-là au niveau quand même du département. Alors, concernant les forêts classées, notamment celle de Fakola, qui est en train d'être ravagée par l'orpaillage, qu'est-ce qui est fait pour préserver l'environnement, Monsieur Lassine Traoré? Je me rends compte que la forêt de Fakola devient de plus en plus une préoccupation comparée à beaucoup d'autres forêts. Et je crois notre entretien ici, la dernière fois, c'était autour de ces questions, l'exploitation de nos forêts. Et je crois que c'était les mêmes questions qui étaient posées. Comment faire en sorte qu'on puisse protéger nos forêts? Et l'exploitant forestier, je retire son point de vue, quand il dit à chaque fois qu'il prélève des ressources, il retourne quelque chose à l'État. Et à peu près 80% de ces revenus doivent servir à aménager ces forêts-là. Et qu'au finish, ils se rendent compte qu'il y a moins d'aménagement. Donc, ce qui contribue à détruire et à dégrader davantage nos forêts. Donc, c'est une préoccupation. Je me rappelle encore, je joins ma voix à la voix de cet exploitant qui dit que nous avons besoin d'un État fort et responsable, engagé à mettre fin à ce problème-là. On ne va pas dire corruption, mais c'est des habitudes qui se sont installées au cours des années. Aujourd'hui, il est temps, si vraiment nous voulons lutter contre le changement climatique, d'arrêter avec ce comportement-là. Que l'État s'assume, que les autorités qui sont diligentées, les responsables des départements concernés, que les mesures dont nous avons tantôt parlé puissent être appliquées avec rigueur et détermination afin que l'exploitation et la dégradation de ces forêts-là s'inscrivent dans une ligne directive de gestion durable de ces forêts-là.
Voilà. Monsieur Diallo, quand on interdit à la population d'exploiter certaines ressources forestières, par exemple, et qu'on voit les industriels, qu'elle voit les industriels exploiter ces mêmes forêts, est-ce que les citoyens peuvent comprendre cela? Non, absolument, c'est pas du tout compréhensible. Parce que, en fait, on peut dire que c'est un peu du business qui est en train d'être fait sur nos ressources naturelles. Donc, c'est des gens qui sont assez organisés et qui ont les moyens. Donc, c'est à l'État de mettre en marche des mesures pour protéger les ressources naturelles. On pouvait mieux comprendre que nos populations exploitent ces ressources naturelles que des businessmen, quoi. Et ce qui se passe, on a vu l'autre jour même Madame le ministre à la télé en train ayant surpris des gens en train de couper du bois qui était interdit mais qui était transformé dans de gros camions et qui partaient vers l'extérieur du Mali. On se demande où se situent nos services d'ordre, nos services de sécurité et autres. Et certains d'entre eux ont des permis. Voilà. C'est ce qui est dommage aussi parce que, il l'a dit, il y a vraiment une filière qui est là. C'est la pure corruption qui est utilisée parce que les autres ont leurs moyens aussi de leur politique et ils détruisent notre environnement. Donc, pour moi, il faut d'abord des actions de civisme, que les gens comprennent d'abord que il faut protéger nos ressources, sinon demain ce sera trop tard. Monsieur Lassine Coulibaly, alors qu'est-ce qui est fait pour mettre de l'ordre dans ce secteur? Je pense que vous l'avez déjà dit, le Mali est bien doté des textes. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre, exécuter ces textes-là. Et je pense que ça, c'est la volonté du ministre. M. Tcheko vient de le rappeler. Vous le voyez maintenant sur le terrain avec des visites surprises à des zones où vraiment on ne s'y attendait pas à la voir. Donc les textes existent. On continue à voir la faisabilité, comme on a dit souvent, c'est difficile d'appliquer ce texte-là tant que la population n'est pas vraiment appliquée. Parce qu'il faut que la population arrive à comprendre que ce texte-là, ce n'est pas fait contre eux. C'est pour les protéger eux-mêmes, pour qu'on puisse protéger la nature. Parce qu'en protégeant la nature, c'est eux-mêmes qui se protègent d'abord. Mais il s'agit de trouver aussi ce juste milieu-là pour qu'eux puissent continuer à exploiter les forêts, mais sans pour autant... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas également arrêter de délivrer ces permis? Bon, la question des permis, je pense qu'à mon niveau, je ne saurais m'initier parce que ça c'est à notre niveau, c'est géré au niveau de la pression des eaux de forêt. Donc, je ne pourrais m'exprimer sur ça. Alors, Monsieur Aboubacar Diabaté, aujourd'hui, quelle est la situation de l'ensablement du fleuve Niger? Alors, avant de répondre un peu à cette question de l'ensablement du fleuve Niger, j'aimerais quand même rebondir sur la dernière question que vous venez de poser. Vous savez, nous avions quand même pris l'habitude ici, la population a quand même pris l'habitude de vivre quand même sur les ressources ligneuses comme principale source d'énergie. Alors ça, c'est quand même une donnée qui est là et il est difficile aujourd'hui de dire à la population d'arrêter immédiatement de couper tout de suite. Mais par contre, ça peut être encadré de manière à ce que la pression sur les ressources ligneuses soit de plus en plus faible. Et en cela, il faut également les aider à trouver d'autres sources d'énergie de substitution, telles que le gaz, etc. Je crois qu'à l'absence un peu de tout ça, il est difficile tout de suite de dire que nous allons avoir tout de suite le résultat escompté. Mais ces solutions que vous proposez, notamment le gaz, est-ce qu'ils ont les moyens de les avoir? Mais non, mais ça doit rentrer dans le cadre de la mise en œuvre maintenant d'une politique de substitution. Si on met en place une politique de substitution, il va falloir trouver également les moyens pour accompagner cette politique de substitution. Nous avons vu le cas de l'engrais. L'engrais, on a dit à un moment donné, le gouvernement subventionne l'engrais. Parce que nous avions vu quelque part que si on ne subventionnait pas l'engrais, effectivement, les répercussions sur la population seront grandes. Donc, on a fait l'effort d'accompagner un peu, effectivement, l'achat de l'engrais par la population pour qu'ils puissent quand même utiliser ça. Je pense qu'une telle politique également devrait avoir sa place au niveau également des ressources ligneuses. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'agents
En réalité, le nombre d'agents des eaux et forêts ne peuvent pas, ils ne sont pas suffisamment nombreux quand même pour essayer d'être derrière toute la population. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay. Alors, parlez-nous maintenant de la situation de l'ensablement du fleuve Niger. Voilà, bon, la situation de l'ensablement du fleuve Niger, je crois que c'est un problème quand même qui est connu de tous. Et c'est un problème d'ailleurs qui est inscrit comme problème prioritaire du chef de l'État. Et nous savions qu'il y a un certain nombre de programmes, de projets qui sont en train d'être effectivement élaborés pour permettre effectivement et pour arrêter l'ensablement du fleuve Niger. Et je crois, ces dernières années, il y a même eu un programme qui devait être financé par le Fonds vert par rapport à ce problème d'ensablement du fleuve Niger. C'est quand même connu de tout le monde que cet ensablement-là, il continue. Pour l'instant, ça continue pour l'instant, mais comme je vous ai dit, les efforts sont toujours en cours et il y a ce programme présidentiel qui est là, qui est en train d'être appliqué. En tout cas, jusqu'au moment où je quittais, je crois que c'était une priorité, effectivement, de mettre en application le programme prioritaire présidentiel contre l'ensablement du fleuve. Alors, Lassine Coulibaly, où en sommes-nous avec ce programme et les autres mesures prises face à cette situation? Je pense qu'il y a déjà des financements qui sont acquis parce qu'il y a la Banque mondiale qui est déjà prête à financer un programme sur le plan d'investissement que l'agence de bassin de fleuve Niger a soumis. Je crois que c'est un truc qui doit faire dans les 50 millions de dollars. Et puis, dernièrement, nous sommes en train de nous préparer pour soumettre une proposition de financement au niveau du Fonds vert pour le climat que le directeur vient d'évoquer pour un montant d'environ 38 millions de dollars. Donc, les initiatives ne manquent pas et nous sommes toujours à la recherche de financement. Donc, nous espérons que d'ici la fin de cette année, il y aura au moins des financements équivalents dans les 50-80 millions de dollars et on continue à élaborer des programmes et trouver des financements pour ce plan d'investissement-là qui a été fait. C'est une priorité du gouvernement. Le président a eu à l'évoquer à la COP 21 à Paris et on l'a répété à la COP 22 aussi à Marrakech. Les institutions sont claires, donc on continue avec l'appui des partenaires à trouver des solutions de financement pour mettre en œuvre ces différents programmes de protection du fleuve Niger. Alors, monsieur Lassine Traoré, également concernant le fleuve, toujours, il y a également la pollution avec la teinture, les teinturières qui versent de l'eau dans le fleuve sans constater les dégâts que cela peut causer. Ouais, c'est triste. Et aujourd'hui, on se demande qui va s'assumer. Parce que je vous rappelle, les quinzaines de l'environnement, j'ai tout le temps participé, étant aussi ex-agent de l'AIDD. Une fois, il y a un journaliste qui a posé la question au ministre, que je vais taire le nom. Mais monsieur le ministre, vous voyez, les gens sont en train de s'installer dans les lits du fleuve, ils déversent les ordures, on voit flagramment des violations des textes, SILS, j'en passe. Mais que faire? Il a observé 1 minute avant de pouvoir y répondre. Après, il dit vraiment, il en a parlé aux hautes autorités. En tant que ministre de l'Environnement, vous voyez ce que ça fait? Ce jour-là, j'étais franchement frustré de voir que, parce que je compte le ministre parmi les hautes autorités de ce pays-là. Et dire à un journaliste que vraiment, lui-même, il est désolé et qu'il ne sait pas où expliquer. Vous voyez ce que ça peut faire comme frustration. Et c'est cette tendance qui continue, et de manière exagérée. C'est des cris d'alarme qu'il faut aujourd'hui lancer. Le fleuve est menacé de disparition. Au niveau de la Guinée continue à construire des barrages. Et aujourd'hui, ils ont construit des centaines de barrages et qui contribuent à diminuer les débits du fleuve. Ce qui va contribuer aussi à occasionner cet ensablement-là. Donc, il y a beaucoup de défis. Donc, quitte à nous de prendre nos responsabilités. C'est pourquoi je ne me fatigue pas de retirer cette question. Il faut que les autorités s'assument. C'est vrai, nos populations vont toujours utiliser les premières ressources qui sont à leur disposition. Mais un État fort appelle aussi à des citoyens responsables et forts. Merci. Alors, monsieur Diallo, est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Lassine Traoré par rapport à l'action que doivent poser les autorités? Entièrement d'accord. Et puis je dirais qu'effectivement, il faut aller plus loin. C'est dans l'éducation. C'est dans le changement de comportement qu'il faut travailler. Le Mali est victime d'une crise multidimensionnelle
Mais il faut dire que les fondements même, c'est le changement de comportement, c'est le problème de civisme. Il faudrait qu'on revoie notre système d'éducation à la base, notre système d'éducation dans les familles, parce que partout, c'est l'indiscipline. On pose de ces actes, on ne se rend pas compte. Donc, il faudrait qu'on sanctionne, mais au niveau du cadre familial, du cadre de l'éducation, que les gens changent de comportement. Alors, Monsieur Aboubacar Diabaté, on voit que des campagnes de reboisement se font tous les jours, mais après le résultat, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi de ces campagnes? Bon, ça, c'est vraiment la grande question. La grande question par rapport au taux de réussite, effectivement, des reboisements. Il y a quand même des suivis. Il y a les agents des eaux et forêts qui font le suivi quand même des campagnes de reboisement. Ça, je peux vous l'attester. Il est quand même aussi évident que aujourd'hui, la pression qui est exercée aujourd'hui sur les ressources ligneuses, les reboisements actuels ne permettent pas de compenser pour l'instant les pertes subies par la nature. Ça, c'est évident. Maintenant, ça nous amène effectivement à faire un peu plus d'efforts en termes de reboisement. Vous saviez, on avait, M. Diallo vient de parler tout de suite de changement fondamental des mentalités. Nous avions l'an dernier eu quand même des échanges avec les ordres d'enseignement et nous avions inscrit effectivement dans le programme du département la prise en compte de l'environnement dans le curriculum des ordres d'enseignement. Je pense que si ce programme venait à voir le jour, ce serait quand même un puissant levier quand même de sensibilisation, même de notre petite population, donc les gens, donc les jeunes, pour effectivement changer leur comportement par rapport à l'environnement. Oui, alors donc, monsieur Diabaté, on ne peut pas également oublier l'orpaillage quand on voit les dégâts que ce phénomène cause. Les orpailleurs qui creusent comme ils veulent, qui utilisent des produits qui ne sont vraiment pas bons. Alors, quelles mesures par rapport à ce phénomène aussi? Bon, c'est sûr que le problème d'orpaillage est un phénomène nouveau. Ce phénomène nouveau, effectivement, est en train de prendre de l'ampleur parce que les gens veulent avoir également l'argent facile. À ce niveau, je serais peut-être d'accord avec vous qu'il va falloir maintenant que l'État s'assume à ce niveau-là, de prendre effectivement un certain nombre d'actions relativement fortes pour au moins donner un cahier de charges assez précis pour que les gens ne puissent pas aller s'installer là où ils veulent et essayer de dégrader la forêt. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un constat qui est là pour l'instant et j'ai même entendu il y a 2 ou 3 jours l'arrêt, en tout cas pour l'instant, des sites d'appareillage à la télé. Donc je pense que des mesures idoines sont en train d'être prises par rapport effectivement à la situation anarchique qu'on est en train de vivre au niveau de l'appareillage traditionnel. Alors, Monsieur Koulibaly, vous êtes expert en mobilisation des ressources financières à l'AIDD. Quels sont les différents mécanismes de financement qui existent par rapport à la lutte contre les changements climatiques ici au Mali? Au Mali, ce qu'il faut dire, le Mali fait partie des pays pionniers en termes de financement des changements climatiques, en ce sens que le Mali fait partie des premiers pays qui ont mis en place un fonds national. Un fonds national pour lutter contre le changement climatique, c'est-à-dire le fonds climat Mali, qui est logé ici à notre niveau, au niveau de l'agence de l'environnement et du développement durable. Aussi, il faut reconnaître, sur la scène internationale, il y a énormément d'engouement aujourd'hui des partenaires financiers, de la coopération multilatérale et bilatérale pour accompagner les pays en développement à lutter contre le changement climatique. On peut parler notamment des différents fonds liés au climat, le fonds vert pour le climat, le fonds d'adaptation au changement climatique, le fonds spécial pour le changement climatique. Mais aujourd'hui, l'attention est portée principalement sur le fonds vert climat. Parce que c'est à travers la convention qui encourage les pays développés qui veulent mobiliser environ 100 milliards de dollars à l'horizon 2020 à faire transiter cette manne financière-là à travers le fonds vert climat. Ça donne l'opportunité aux pays en voie de développement, particulièrement l'Afrique et le Mali, à faire financer nos grands programmes et projets d'adaptation au changement climatique et aussi d'atténuation au changement climatique. À ceci, bon,
bien avant tout cela, il y a le gouvernement qui fait énormément d'efforts à travers le budget national aussi pour lutter contre le changement climatique. Donc, sur la scène internationale, on peut dire qu'il y a de l'engouement. Il s'agit maintenant de voir comment on peut s'organiser pour bénéficier de tout cette manque financière. Monsieur Diallo, que pensez-vous de la gestion de ces fonds ici au Mali? Bon, d'abord, l'accès, il faut dire que l'accès est très difficile. Par exemple, quand on prend l'exemple du fonds vert, les procédures pour accéder au fonds vert sont très difficiles. D'abord, il y a le problème de langue qui est là. Il faut postuler en écrivant le document en anglais. C'est pas permis de lancer un projet en français. Et la procédure aussi est très longue. Bon, dans d'autres cas aussi, par exemple, le Mali a mis en place un fonds climat, c'était salutaire, mais quand on voit le niveau de financement des projets, c'est assez faible. Donc on se dit qu'il faut encore plus de mobilisation et puis il faut aussi que ce soit des projets qui intéressent les communautés à la base. Parce que ce qu'on a vu jusqu'ici, les souffrances de ces communautés persistent, quoi. Donc il nous faut plus décentraliser les projets au niveau local et subvenir aux priorités aussi de ces communautés. Alors il ne nous reste plus que quelques minutes. On va parler de la décision de Trump qui se retire des accords, de l'accord de Paris. Certains pensent que ça peut avoir un impact négatif, mais d'autres estiment également que ça peut doubler l'engagement des autres pays, ce qui est déjà visible. Et selon eux, il se pourrait que l'Union européenne prenne le lead. Mais on parle d'un accord contraignant. Alors ces situations ont-elles été prises en compte, Monsieur Traoré? Merci. Moi, je crois que le retrait de Donald Trump, on l'avait évoqué ici, sur le même plateau, à la veille de la COP 22 Marrakech, où certains disaient qu'ils ne sont pas sceptiques. Moi, je dirais que c'est une inquiétude. Et il a parlé du fonds climat qui s'élève à 3 milliards 800 millions de francs CFA, qui est à sa deuxième phase. Ces fonds-là sont alimentés principalement par les États-Unis et d'autres fonds aussi. Donc c'est vrai, il y a des processus qui sont déjà engagés, mais des initiatives en cours, ça va beaucoup impacter sur ces fonds-là. Il faut même pas en douter. Et en tenant compte du principe de poly-RPR, où il y a le Conseil des Nations Unies qui a essayé de contraindre les grandes industries à pouvoir débourser quelques pourcentages de leurs bénéfices pour pouvoir venir en aide aux pays qui sont durablement frappés par ces questions de changement climatique, dont le Mali. À dire que voilà, les États-Unis se retirent, c'est vraiment une inquiétude. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que ce retrait de Donald Trump devrait pousser les Africains à mieux s'engager, à prendre des décisions, à mieux s'impliquer, à se prendre en charge même? Absolument, on l'a toujours dit. Nous devons compter sur nos propres efforts, nos propres moyens, nos propres ressources. Ces pays, il faut... A-t-on les moyens de le faire? On a les moyens de le faire. C'est juste de faire violence sur nous-mêmes, de réduire le train de vie de l'État, de réorienter certaines actions. Par exemple, les ressources qui sont exploitées. Vous avez parlé tout de suite de l'or, mais c'est des ressources. Est-ce que réellement il y a la gouvernance qu'il faut par rapport à ces ressources? C'est d'autres pays qui viennent, qui exploitent ces ressources. Le Mali. Ouais. Donc, il faut vraiment que nos dirigeants changent de vision, qu'il ait une vision pour le développement de notre chère Afrique, de notre cher pays. Et à partir de là, les choses peuvent changer. Moi, je dirais que Trump, tôt ou tard, il sera dos au mur. Parce que l'accord, effectivement, on avait dit que c'est la fin des négociations, qu'il n'est plus possible de toucher à ces textes-là. Donc, pour 4 ou 5 ans. Donc, les États-Unis n'ont pas le pouvoir de sortir. Mais comme s'ils refusent de contribuer, il n'y a pas aussi de sanctions envers les États-Unis, c'est ça qui peut poser problème. Mais je crois que, comme on l'a dit, c'est l'opportunité pour nous
de nous retrousser les manches et de compter sur nos propres ressources. Merci. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue consacré au changement climatique. Quels sont les défis du changement climatique pour le Mali? C'était le thème. Comme invité, Lassine Koulibaly, expert en mobilisation des ressources financières à l'AEDD, Ahmed Sekou Diallo du Forum de la société civile, Lasseni Traoré, chargé de cours à l'Université de Bamako, et Aboubakar Diabaté, ancien directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Je suis Mohamedou Touré, Seydou était à la technique, Ibrahim Aran Diallo a réalisé ce débat et Nouhoum Djiré était à la régie vidéo. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.